Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence en nombre aujourd'hui. Lionel Mignot, je suis responsable de la mission culture des BU. Bienvenue pour notre nouvelle conférence de notre cycle Questions de société. Aujourd'hui, on va aborder l'histoire environnementale de la France sous la Troisième République, dans le cadre de la parution d'un ouvrage, Les natures de la République, une histoire environnementale de la France, 1870-1940, aux éditions La Découverte. Et donc, c'est un ouvrage collectif, mais nous accueillons deux des auteurs de l'ouvrage aujourd'hui. Antonin Plarier, vous êtes maître de conférence à l'Université Jean Lyon 3 en histoire contemporaine. Et Stéphane Friou, vous êtes professeur d'université en histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et puis, il y aura un temps d'échange à la fin de la conférence. Merci. Bien, merci à vous pour cette invitation, surtout, Lionel Mignot. Peut-être juste un mot de remerciement avant de laisser la parole à mon collègue pour l'introduction. Je tenais à remercier donc le personnel de la bibliothèque universitaire de Lyon 3 qui nous fait l'honneur de nous laisser présenter notre ouvrage ce soir. Et donc en particulier Pascal Siagian, Sarah de Reveton et Lionel Mignot donc, qui nous ont invités et puis qui ont organisé cette conférence. Écoutez, merci aussi de m'avoir sollicité et puis donc merci aussi au nombreux public qui est venu ce soir. Je commencerai peut-être en me disant que parler d'un livre qui parle d'histoire environnementale, finalement, c'est aussi révélateur de notre époque. Parce que si je me replace dans mes années d'étudiant, c'est-à-dire au tout début de ce siècle, j'ai fait une licence à Lyon 2 et une maîtrise à Lyon 3 à l'époque. En fait, il n'y avait pas de livre d'histoire environnementale dans nos bibliothèques universitaires. Et le mot n'existait quasiment pas en français. C'est-à-dire qu'il y avait quelques grandes synthèses qu'on lisait quand on avait des exposés à préparer ou des cours, des CM à réviser ensuite pour l'examen. Histoire de la France rurale, histoire de la France urbaine, notamment pour parler il y a histoire culturelle de la France, histoire de la France religieuse, il y en a eu bien d'autres. Ces synthèses, donc, pour ce qui concerne par exemple la France rurale ou urbaine, elles dataient de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Autrement dit, également, elles ne parlaient quasiment pas du très contemporain, voilà, parce que les archives n'étaient pas ouvertes et parfois les historiens sous-traitaient aux géographes les chapitres correspondants. Donc maintenant, on en est à pouvoir offrir des synthèses d'histoire environnementale en français, ce qui prouve que depuis une vingtaine d'années, il y a eu énormément de travaux qui se sont développés, à la fois de personnes qui ont travaillé d'abord dans le champ de l'histoire coloniale, de l'histoire culturelle ou autre, et qui se sont mises à s'intéresser aux questions d'environnement. Et puis des jeunes chercheurs, donc c'est-à-dire des personnes qui ont fait comme vous, licence, master 1, puis master 2, puis qui ont continué ensuite en thèse et qui ont alimenté la recherche en histoire environnementale. Voilà. Donc vous avez de nombreuses ressources maintenant sur Internet, notamment sur l'encyclopédie l'encyclopédie historique de la Nouvelle-Europe, ENE, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, EHNE, voilà, encyclopédie numérique de l'histoire européenne, où il y a beaucoup de notices qui ont trait à l'environnement. C'est assez colossal, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines maintenant. Et puis il y a un réseau que j'ai cofondé il y a très longtemps maintenant, bientôt 20 ans, le RUCH, le réseau universitaire des chercheurs en histoire environnementale, qui permet aussi aux doctorants de rencontrer d'autres collègues qui travaillent en histoire médiévale, histoire moderne, contemporaine. On était beaucoup de contemporanistes au début et puis maintenant toutes les périodes ont été contaminées par cette idée que finalement l'histoire c'est pas simplement la science du passé humain, mais c'est aussi la science des interactions entre les êtres humains, les sociétés et leur milieu. Et finalement, c'est un peu la définition la plus simple de l'histoire environnementale, c'est-à-dire qu'on pense aux interactions
Et on n'oublie pas que on vit dans des villes, près de rivières, près de montagnes, qu'il y a des phénomènes climatiques, des phénomènes géophysiques, des pollutions qui engendrent des dégradations du biotope, des forêts qui jouent un rôle également. Bref, voilà, plein de choses dont on va aussi un peu vous parler dans les minutes qui viennent. Et voilà, c'est cette façon un peu de réécrire l'histoire avec un nouveau regard, finalement, en s'intéressant aux animaux, à ce qui sort des cheminées qui fument, ou d'autres choses qui n'étaient pas encore présentes dans ces synthèses que nous, on apprenait, qu'on lisait, voilà, il y a à peu près un quart de siècle ou même un peu plus. Voilà, donc je ne serai pas plus long, mais c'était pour un peu contextualiser l'idée de cet ouvrage, qui est donc le deuxième d'une trilogie. Et le troisième volume va sortir dans quelques semaines sur finalement les natures du productivisme, c'est-à-dire la France des années 1940 à nos jours. Donc nous, on va être plutôt sur le 19e siècle, même si ici ou là, et pour répondre à des questions, on pourra éventuellement sortir un peu de la Troisième République, qui était notre cadre contraint. Merci. Alors Stéphane a abordé peut-être la première raison d'être de cet ouvrage, de cette trilogie, donc qui propose une synthèse sur l'histoire environnementale de la France. Cette première raison, c'est qu'il y a une actualité historiographique de l'histoire environnementale. Ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années que les travaux de recherche, les thèses, les HDR se multiplient au sein de ce champ historiographique. Et que l'heure est venue peut-être de proposer donc une première synthèse de cette actualité historiographique sur la période, fin de la période moderne et période contemporaine. Il y a une deuxième raison aussi qui a amené à la publication, la maturation qui a amené en fait à la publication de cet ouvrage, c'est que l'enseignement de l'histoire environnementale a connu un bond ces dernières années. À l'initiative du RUCH, dont Stéphane parlait. On a recensé l'an dernier le nombre de cours qui étaient proposés en histoire environnementale dans les universités de France et de Navarre. Donc c'est un décompte qui n'est pas nécessairement exhaustif, mais qui est une fourchette basse. Et on a en France aujourd'hui 85 cours dans les départements d'histoire qui sont proposés en histoire environnementale. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les universités françaises proposent un ou plusieurs cours d'histoire environnementale aux étudiants qui suivent un cursus en histoire. Et puis, ce n'est pas seulement dans le supérieur que l'enseignement de l'histoire environnementale s'est développé, puisque l'histoire environnementale fait maintenant partie des programmes du secondaire. Il y a même une place assez conséquente qui est consacrée dans l'année terminale et dans le programme de H2GSP, enfin histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, donc la spécialité histoire en terminale, et que par conséquent se fait sentir le besoin de pouvoir en quelques pages faire le tour un peu du sujet sans vocation à être exhaustif, mais pour se faire une idée, pour ensuite pouvoir transmettre et enseigner. Cet ouvrage, il est plus commode finalement que les quelques dizaines de thèses et d'HDR à lire, parce que il fournit aussi un outil pour les enseignants ou les enseignants en devenir pour leur activité professionnelle. Donc ça, c'est le second élément après l'actualité historiographique. Et puis, il y en a peut-être aussi un troisième que tu as commencé à évoquer, Stéphane. C'est qu'il y a aussi, on est dans une période d'urgence écologique et cet ouvrage, il a aussi vocation à fournir des outils. C'est en ça où l'histoire qu'on écrit n'est pas nécessairement une histoire de la modernité enchantée, comme on pouvait en faire il y a quelques années en histoire de l'énergie ou en histoire des techniques, quoique. Mais c'est aussi une histoire critique sur les effets environnementaux de la modernité, une histoire des bifurcations, mais aussi des alternatives sociales et politiques non advenues, mais qui ont pu constituer les horizons des acteurs à différents moments de l'histoire, et que l'historien, l'historienne cherche à restituer aussi brièvement dans cet ouvrage.
oui, on va se partager finalement le propos en deux temps. Chacun de nous a ses spécialités. On ne va pas résumer tout le livre parce que c'est un peu impossible. Et puis voilà, en plus, on ne va pas tout vous dévoiler. Comme ça, vous irez lire certains chapitres. Mais en fait, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, on pourrait avoir en plus la Troisième République, c'est voilà, l'époque de Jules Ferry, la France qui rayonne partout dans le monde, la civilisation française, etc. On pourrait avoir quelques images d'Épinal de cette France de la Troisième République. Et ben en fait, voilà, on verra quelles seront les images d'Épinal que vous aurez à la sortie de la conférence. Je vais essayer de m'amener. Mais en fait, cette histoire environnementale, elle va peut-être vous apporter aussi un autre regard sur un pays sur lequel on a longtemps été fasciné par finalement les grands savants, Pasteur, les grands combattants de la liberté ou de la démocratie. Alors, Hugo qui traverse presque tout le siècle, les intellectuels qui défendent Dreyfus et d'autres. Voilà, il y a plein de choses qui sont très connues sur l'histoire de cette Troisième République. Et puis finalement, il y a aussi la France vécue, et à la fois d'ailleurs dans l'Hexagone et puis outre-mer. Et c'est aussi l'un des apports de ce livre, de vous montrer les connexions dans un monde qui est déjà mondialisé. Vous entendrez peut-être parler de caoutchouc, de minerais. Voilà. Il y a plein de choses qui circulent, qui traversent les océans et qui font que certaines personnes travaillent en interaction avec un environnement pour d'autres qui ont elles-mêmes finalement un environnement façonné par l'industrie ou l'agriculture qui se modernise peu à peu. Et c'est bien de ça aussi dont on va essayer de vous faire prendre conscience ou de vous rappeler ou de discuter ensuite avec vous dans la deuxième partie. Voilà, donc c'est Antonin qui va commencer d'abord pour vous parler finalement d'une France qui est quand même donc une France qui domine, exploite un empire beaucoup plus vaste qu'elle, et qui reste un pays largement rural d'ailleurs. Voilà, c'est un pays de 40 millions d'habitants environ vers la fin du siècle, du 19e, et puis même encore après dans l'entre-deux-guerres, et qui domine des espaces bien plus vastes et qui reste largement rural, puisque la population urbaine n'arrive à majorité qu'en 1931. Et donc moi je reprendrai la parole après Antonin pour parler de cette France qui quand même s'urbanise et qui connaît des problèmes d'hygiène, des problèmes de pollution, qui essaye de réguler tout ça tant bien que mal. Oui, alors je commencerai donc sur l'empire colonial français, puisque c'est ma spécialité de recherche. Moi, je travaille sur l'Algérie à la période coloniale. Mais au-delà des deux chapitres qui sont spécifiquement consacrés à l'empire dans cet ouvrage, plus généralement, on a essayé d'enjamber cette frontière métropole-colonie pour proposer une histoire impériale qu'on retrouve finalement pas seulement dans les chapitres qui sont spécifiquement consacrés à l'Empire, mais aussi quand on parle d'énergie, mais aussi quand on parle de guerre, mais aussi quand on parle de pollution, puisque finalement ces différentes thématiques, elles se posent à une échelle qui est une échelle impériale, c'est-à-dire qui englobe aussi bien les métropoles que les colonies. Et d'ailleurs, cette histoire impériale, je vous propose de la commencer ici à Lyon, en vous racontant un concours qui est soumis donc en 1857 par l'Académie des Beaux-Arts et des Sciences. Et en 1857, l'Académie lyonnaise propose un concours de poésie et la thématique de ce concours de poésie, c'est le premier puits artésien au Sahara. Puisque 2 ans plus tôt, en 1855, les colonisateurs français au Sahara utilisent pour la première fois une sonde artésienne et creusent un puits artésien donc, dans le Sahara. Ce concours, il est tout à fait représentatif des projections impériales et des projections environnementales et impériales des acteurs du lobby colonial français,
puisque, premièrement, des puits artésiens au Sahara, il y en a depuis l'Antiquité. Donc celui de 1855 n'est pas le premier puits artésien qui a été creusé au Sahara. C'est le premier puits qui l'a été par les Français. En revanche, ce qui est nouveau, effectivement, c'est l'utilisation de la sonde artésienne. Mais les puits en tant que tels, on en retrouve qui sont construits au Sahara aussi bien à l'Antiquité qu'à la période médiévale. Donc il y a une volonté du colonisateur, en tout cas du point de vue discursif, du point de vue des discours, de faire table rase du passé. Et d'un certain côté, cette maxime, peut-être que le discours colonial est celui qui l'incarne le mieux au XIXe siècle. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément sur cette anecdote lyonnaise du puits artésien, c'est que l'académicien qui rend compte des différentes publications. Alors, vous pouvez les consulter en ligne. Je crois qu'on a mis le lien d'ailleurs dans l'ouvrage. Dans les notes de bas de page, vous le retrouverez. L'académicien qui s'appelle Dareste de Chavannes, lorsqu'il présente les résultats de ce concours de poésie, il conclut son rapport en disant, je cite, « La science de l'ingénieur français transformera le désert ». Et il y a véritablement ici cette idée, cette projection impériale et environnementale de dire que la science de l'ingénieur, la science du colonisateur a la possibilité de transformer les environnements naturels, et y compris pour le Sahara, donc de le transformer en un environnement propice à une agriculture florissante, verdoyante, sur un espace aussi vaste et aride qu'est le Sahara. Tant et si bien d'ailleurs que quelques années plus tard, un géographe qui s'appelle Élie Rouder va formuler le projet fou de transformer le Sahara en une extension de la mer Méditerranée. C'est-à-dire que son idée est d'en faire un lac artificiel, de creuser un canal à partir du sud de la Tunisie, si vous voulez, puisque le Sahara, d'un point de vue géologique, est situé sous le niveau de la mer, donc c'est une dépression. Et l'idée d'Élie Rouder, donc, qui est un géographe très reconnu, d'ailleurs il publie son projet dans la très respectable Revue des Deux Mondes, c'est une des principales revues du monde intellectuel, c'est un peu un anachronisme, en tout cas du monde des idées, de la pensée, de la littérature et des sciences au XIXe siècle, qui existe toujours, c'est la fameuse revue dans laquelle... j'ai oublié son nom, mais l'épouse d'un ancien ministre réalisait des recensions, des chroniques qui avaient fait grand bruit, bon, qu'importe. Quoi qu'il en soit, dans cette revue respectable du XIXe siècle, Élie Rouder propose donc ce projet de transformer le Sahara en un lac intérieur. Et l'idée est double. Il s'agit d'une part d'avoir des rivages qu'on pourrait de nouveau ensemencer et cultiver, c'est-à-dire avec la possibilité d'une irrigation à proximité, et puis d'autre part de disposer d'une eau qui permettra un renouveau des activités de pêche, etc. Donc il y a eu un projet d'une véritable ingénierie environnementale de transformer un désert en un lac et un espace de culture. Alors c'est un projet qui est d'une part publié dans une grande revue, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il suscite aussi des débats à l'Assemblée nationale. Vous avez plusieurs séances qui sont consacrées à ce projet. Le ministère de l'Instruction publique diligente sur place plusieurs missions scientifiques qui vont étudier la faisabilité du projet. Donc on n'est pas, si vous voulez, dans un projet d'un marginal ou d'un scientifique un peu décalé ou un peu fou, pour le dire vulgairement. Mais on est dans un projet qui porte véritablement des espoirs de transformation environnementale du sud de l'Algérie. Bon. C'est dire les projections qu'on a ici de capacité qu'aurait le colonisateur donc à transformer des environnements de fond en comble, si je puis dire. Ce projet, comme vous vous en doutez, n'interviendra jamais, mais il illustre une tension qui est caractéristique de l'histoire environnementale des empires. Et cette tension, elle est d'un côté entre un pôle qui souhaite, qui met en avant et qui cherche à mener à son terme des projets véritablement démiurgiques, c'est-à-dire qui cherche à accoucher de l'histoire et à la transformer de fond en comble, et puis un autre pôle qui est celui des réalisations. Et ces réalisations ne sont pas toujours à l'avenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici, elles se réduisent comme peau de chagrin puisque le projet ne verra pas le jour.
parfois ces réalisations peuvent être considérables, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles suivent toujours le projet initial. C'est-à-dire que les effets environnementaux des projets de transformation environnementale ne sont pas toujours ceux qui sont souhaités. Je le développerai par la suite. Dans cette présentation de l'histoire environnementale des empires, je voudrais insister sur 3 points principaux. Le premier point concerne les effets de la conquête, donc dans une présentation qui sera essentiellement chronologique, le choc véritablement environnemental de la conquête. Qu'est-ce que la conquête? Qu'est-ce que le moment de la conquête coloniale fait à l'environnement? Deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de la ruée vers la terre, parce que fondamentalement, l'histoire environnementale des empires, c'est un moment d'acquisition, de ruée vers la terre. On a un transfert foncier et une transformation des usages du foncier, des sols et des sous-sols sous l'entreprise coloniale. Et puis, dernier élément que je voudrais aborder avec vous, c'est cette tension caractéristique entre projet démiurgique et chimère de transformation environnementale, puisque finalement, quand on étudie dans la pratique la réalisation de ces projets, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un décalage qui est parfois considérable. Alors, premier élément sur les effets de la conquête. Le moment des conquêtes coloniales, comme je le disais, c'est un moment de choc environnemental. Et là aussi, si vous le voulez bien, je voudrais commencer par une citation d'un acteur qui est particulièrement célèbre lors de la conquête de l'Algérie et qui fait d'ailleurs l'objet de différentes polémiques sur la toponymie des rues. On en parlait avec ma collègue Sylvaine Édouard il n'y a pas très longtemps. C'est le premier, enfin un des premiers plutôt, c'est pas le premier, mais c'est un des principaux gouverneurs généraux de l'Algérie dans les années 1840 qui s'appelle Bugeaud. Et Bugeaud, c'est un acteur d'une guerre qu'on pourrait qualifier un peu avant l'heure d'une guerre totale, c'est-à-dire qu'il va considérer dans le moment de la conquête coloniale que le belligérant, ce ne sont pas seulement les 10 000 fantassins et cavaliers du chef d'État, l'émir Abdelkader, mais c'est aussi toute une population en fait, qui soutient cette armée, qui soutient cet État, et par conséquent, les ressources environnementales de cette population constituent un enjeu de guerre. Bon. Et alors Bugeaud, quand il théorise la façon de mener une guerre de conquête, qu'on appellera quelques années plus tard des petites guerres ou des guerres asymétriques, ou quelques décennies plus tard encore les guerres contre-révolutionnaires après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des guerres de décolonisation, eh bien, il théorise que la population civile et ses ressources environnementales sont un adversaire. Et je le cite, « Il faut s'appesantir sur le territoire de chaque tribu. Il faut y rester pour détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler ou arracher les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les rochers et les grottes pour y saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut faire capituler ces fiers montagnards. » Donc la guerre de conquête en Algérie, mais on pourrait alors elle ne se produit pas toujours de la même manière, mais on pourrait la dupliquer d'une certaine façon sur bien d'autres territoires coloniaux. Je vais y revenir. C'est d'abord un moment de choc démographique parce que, effectivement, en l'espace de quelques décennies, la population algérienne, même si évidemment on n'a pas une démographie, les études de démographie historique sur cette question ne peuvent pas être précises en raison des outils démographiques qu'on a à disposition. On n'a pas d'état civil. Mais si vous voulez, les études de démographie historique estiment que sur 4 décennies, de 1830 à 1870, eh bien, la population algérienne est probablement réduite d'un tiers. Du fait, certes, de la violence des combats, mais en réalité, principalement, du fait d'un bouleversement environnemental, c'est-à-dire le fait qu'on va chercher à priver les populations civiles de leurs ressources. Et dès lors qu'on a vidé les silos, pour reprendre ici l'expression de Bugeaud, eh bien, quand un aléa climatique intervient, eh bien, il se transforme en catastrophe. En 1867-1868, on a 2 années de sécheresse en Algérie qui sont couplées à d'autres événements de nature climatique, comme une invasion de sauterelles, etc. On a une politique libérale qui refuse d'intervenir aussi dans cette situation de manque de ressources. Et au cours de ces années 1867-1868, eh bien,
probablement jusqu'à 800 000 personnes perdent la vie. Alors, c'est les estimations maximales. Là aussi, c'est sujet à des débats historiographiques, mais perdent la vie du fait de cette déstabilisation d'un environnement et de cette déstabilisation d'une économie qui est principalement une économie rurale et qui fonctionne sur une agriculture extensive. Priver les silos, couper les arbres fruitiers, brûler les récoltes, bien par conséquent, dès qu'un aléa climatique intervient, la situation se transforme en catastrophe, qui est une catastrophe à la fois environnementale et démographique. Dans ce moment de la conquête, coloniale, il cède ensuite le pas au moment d'une appropriation, c'est-à-dire comment est-ce que l'Empire se territorialise, comment est-ce qu'il va prendre possession concrètement d'un territoire. Et ce moment de l'appropriation et de la territorialisation de l'Empire, il est caractérisé par une gigantesque ruée vers la terre. Ça, on l'observe dans les différentes colonies. Si on s'intéresse par exemple à l'Afrique équatoriale française, donc l'AEF, en 1899, on a donc une gigantesque opération de transfert foncier assez particulière puisqu'elle est entreprise par des sociétés concessionnaires qui fonctionnent par délégation de services publics d'un certain côté, c'est-à-dire que l'État concède 40 millions d'hectares à plusieurs dizaines de sociétés privées qui sont non seulement propriétaires de la terre, mais qui ont aussi des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire qu'on est dans le type de compagnie à charte qu'on retrouve plutôt sur la période moderne, mais qui est ici le modèle de colonisation de l'AEF. Donc 40 millions d'hectares, c'est absolument gigantesque. En faisant un calcul rapide, ça fait quelque chose comme 12 ou 15 fois la Belgique, à peu près. En Algérie, entre 1830 et 1917, c'est 12,5 millions d'hectares qui changent de main aussi en termes de propriétaires, c'est-à-dire qui passent des mains de propriétaires algériens à des propriétaires européens. Donc là aussi, voilà, si on prend toujours notre étalon belge, c'est 3 fois la Belgique, donc c'est considérable, c'est 1000 fois Paris, quelque chose comme ça. Et en Indochine, on retrouve le même phénomène, un petit peu plus tardif et puis limité parce qu'il y a une étendue de territoire, notamment dans les zones d'altitude qui ne sera pas nécessairement utilisée qui ne sera pas la colonisation utile, disons. Mais on a jusqu'à 1 million d'hectares qui vont être transformés essentiellement en territoire, donc 1 million d'hectares de territoires principalement de forêts tropicales qui sont transformés en monoculture intensive. Et notamment en monoculture d'EVA, qui est l'arbre qui connaît lui aussi une histoire environnementale, c'est-à-dire que l'EVA, ça n'est pas un arbre qu'on trouve à l'état endémique en Indochine, on le trouve seulement au Brésil, le nom latin de l'espèce est Hevea brasiliensis, et le réseau des jardins botaniques, réseau impérial qui a été étudié par ma collègue Hélène Blé, facilite le transfert du vivant et notamment des espèces de plantes ou d'arbres qui permet donc l'implantation d'une agriculture de plantation ici d'EVA qui vont devenir en quelque sorte un emblème colonial de l'Indochine puisque cette espèce n'existait pas et qu'elle va devenir la principale ressource exportée à partir du milieu de l'entre-deux-guerres. Autre ressource qui fait l'objet donc cette fois-ci non plus d'une implantation et d'une circulation impériale, mais d'une exploitation à partir de l'existant, enfin d'un pillage à partir de l'existant. C'est là aussi en AIF le caoutchouc qui lui n'est pas ici l'objet d'une circulation. On récolte le caoutchouc en AIF à partir d'une liane. C'est pas tout à fait la même plante, mais ça produit une sève qui est similaire. Et puis surtout en AIF, la ressource qui va être littéralement pillée, c'est l'ivoire, avec les défenses. Et on passe en l'espace de quelques décennies sur la fin du 19e siècle jusqu'en 1910, de quelques tonnes d'ivoire exportées à près de 200 tonnes d'ivoire exportées, ce qui se traduit concrètement par une quasi-disparition de la population d'éléphants, puisque entre 1840 et 1910, on estime que le nombre d'éléphants tués pour le commerce de l'ivoire
se situe entre 3,4 et 4,4 millions d'individus. Donc c'est une extinction quasiment de l'espèce qui était une ressource abondante jusqu'alors. Donc ici, il n'y a pas de transformation des usages du sol d'un point de vue qualitatif. Les ressources endémiques sont tout simplement exploitées et pillées. Mais dans d'autres cas, on assiste à une volonté de transformation de l'environnement, une volonté d'introduire de nouvelles espèces pour les faire advenir dans des territoires dans lesquels elles n'existaient pas. Et là aussi, en Algérie, on a un certain nombre de projets originaux qui peuvent paraître avec du recul audacieux, si ce n'est loufoque. Mais dans les années 1830, l'Algérie est un espace de projection environnementale dans lequel certains militaires vont croire pouvoir renouer avec les îles sucrières perdues de la Révolution française et du début de l'Empire. En particulier, il y a chez certains militaires, vous avez 25 ans d'écart entre l'indépendance d'Haïti, c'est-à-dire la perte de Saint-Domingue pour l'Empire français, et la conquête de l'Algérie, c'est-à-dire que c'est une carrière, c'est le temps d'une carrière. Donc des militaires qui ont pu servir à Haïti, à Saint-Domingue, pour tenter de conserver la colonie française, peuvent aussi être en fin de carrière et participer aux opérations de la conquête en 1830. Et pour cela, et pour d'autres acteurs, eh bien, l'Algérie devient tout d'un coup la possibilité de renouer avec le paradis d'une île sucrière perdue, parce que Saint-Domingue, elle produit des richesses en termes de sucre principalement, mais aussi en termes de tabac, de cacao, de café, pardon, aussi, qui sont considérables. Et donc, on va projeter sur l'Algérie la possibilité d'y faire pousser et d'y cultiver la canne à sucre, des mangues, du café, du cacao, etc. Avec des essais, des tentatives, là aussi, à partir des jardins botaniques, où on fait venir des plantes, on fait venir des graines et on essaye d'acclimater, dans ces jardins d'acclimatation, des ressources qui chercheraient à faire de l'Algérie une sorte de nouveau Saint-Domingue. Bon. Alors évidemment, les latitudes ne sont pas les mêmes et le climat méditerranéen n'a rien à voir avec le climat tropical, donc c'est un échec sur la quasi-totalité de ces espèces. Mais c'est dire, si vous voulez, ici, les imaginaires et la force de ces imaginaires environnementaux qui cherchent à forcer, si vous voulez, ici, le cours climatique des choses. Cette conviction de pouvoir maîtriser la nature et les humains, qui est le propre de la domination coloniale, de différentes formes de domination, mais notamment dans son versant colonial, s'illustre par quelques projets d'ampleur titanesque. J'ai déjà évoqué avec vous la volonté de recréer un lac dans le Sahara. On pourrait évoquer le projet de construction d'un chemin de fer de Dakar à Oran ou de Dakar à Alger, suivant les différents tracés, qui là aussi est un projet titanesque qui n'interviendra jamais, même s'il mobilisera pendant près d'un demi-siècle plusieurs expéditions scientifiques, plusieurs débats à l'Assemblée nationale, etc. Mais je voudrais développer avec vous, peut-être pour terminer, ici, un autre projet qui illustre très bien cette tension caractéristique entre démiurge et chimère, et qui se situe en AOF. Dans l'entre-deux-guerres, l'Empire entre dans une période dite de mise en valeur, c'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale et le recours aux populations de tirailleurs, au recrutement de soldats colonisés dans l'armée française, l'Empire cherche à créer une forme d'adhésion politique à son projet impérial. Et pour ce faire, il n'entend pas accorder l'égalité des droits, parce que ce serait finalement saper les soubassements même de la colonisation, du principe même de la colonisation, mais il entend emporter une adhésion politique via une politique qu'on pourrait appeler aujourd'hui de développement, c'est-à-dire construire des grandes infrastructures, notamment d'irrigation, c'est-à-dire canalisation des cours d'eau, construction de barrages, favoriser la mise en culture des terres, favoriser aussi les infrastructures de transport qui vont permettre à des paysans de pouvoir commercer et pouvoir tirer peut-être profit de ces infrastructures impériales. Et donc une politique développementaliste se met en place dans l'entre-deux-guerres.
Et l'un des plus grands projets de transformation environnementale de la période se déploie dans le bassin du Niger. Et il est mené par un ingénieur qui s'appelle Émile Bélim. Émile Bélim, c'est quelqu'un qui, au début des années 20, va réaliser un court séjour en AOF, dans le bassin du Niger. Et au terme de 6 mois d'études de terrain, il en ressort avec la conviction qu'il est possible de transformer le bassin du Niger en une gigantesque plaine de coton. Et qu'on peut faire du bassin du Niger la plus grande plaine de coton au monde. L'idée, dans les années 20, c'est de rendre la France autosuffisante, et l'industrie textile en particulier, de rendre la France autosuffisante en importation de coton. On a recours en France, dans l'entre-deux-guerres, durant toute la période contemporaine, à des importations de coton, parce qu'on n'en produit pas en métropole, c'est évident, mais on en produit très peu aussi dans l'Empire. Et par conséquent, Émile Bélim estime que le bassin du Niger pourrait fournir à l'industrie textile française son quota de coton, sans avoir donc à recourir au coton britannique, impérial lui aussi, ou états-unien, pour approvisionner ces industries, notamment dans le nord de la France. Et donc, il propose un projet absolument titanesque dans lequel il vise à transformer 1 million d'hectares en 1 million d'hectares de plantation de coton. C'est une plaine qui n'est pas exploitée d'un point de vue intensif, d'un point de vue agricole. On a une agriculture extensive sur ce territoire. C'est un territoire qui fournit relativement peu de ressources, donc qui est aussi relativement peu peuplé. On a sur ce 1 million d'hectares à peu près 300 000 personnes qui y vivent. Donc c'est non seulement un projet de transformation environnementale avec la canalisation du fleuve Niger, avec l'assèchement d'un lac et avec une dérivation du fleuve pour pouvoir irriguer ce 1 million d'hectares, mais c'est aussi un projet de colonisation interne, c'est-à-dire que l'idée est de faire venir des populations d'autres territoires coloniaux pour pouvoir cultiver ce 1 million d'hectares. 1 million d'hectares, c'est 1 million d'hommes à peu près pour le cultiver. Donc dans une région où vous avez 300 000 habitants en tout et pour tout, enfants et vieillards compris, ça signifie forcément un projet de migration qui est titanesque. Donc sa société est mise en place, sa société est soutenue par l'administration coloniale, et elle va engloutir des fonds considérables sans jamais véritablement aboutir. C'est-à-dire qu'en dépit des financements, en dépit des efforts d'assèchement des lacs et de dérivation du fleuve qui, eux, ont bel et bien lieu, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de succès du point de vue colonial, c'est-à-dire en termes d'implantation d'une culture de coton, il y a bien en revanche des effets qui sont considérables d'un point de vue environnemental. Et cette expérience se solde en 1939, après une quinzaine d'années d'efforts et de politiques développementalistes, par un échec, par un fiasco, puisqu'en 1939, sur le 1 million d'hectares initialement prévu, seuls 413 hectares sont effectivement cultivés en coton sur ce territoire. Donc vous voyez bien ici l'illustration de cette tension entre des projets titanesques d'un côté et de l'autre, leur réalisation qui s'avère parfois donc chimérique. Face à ces projets de transformation environnementale, j'ai très peu évoqué ici les résistances. On le fait et je le fais davantage dans l'ouvrage. Mais il faut bien se rendre compte que les populations colonisées ne sont pas des populations passives face à cette histoire. Ils sont aussi des acteurs, évidemment, de cette histoire. Et ces projets suscitent des résistances importantes. J'ai évoqué avec vous tout à l'heure les cultures d'EVA. Les cultures d'EVA, c'est d'un côté considéré comme un véritable enfer colonial pour ceux qui y travaillent. On a des moments, des épidémies, et avec des taux de mortalité dans les plantations d'EVA qui peuvent atteindre 25% de la main-d'œuvre 2 années, en 1927 et en 1928. Ensuite, c'est un taux de mortalité qui se tasse un peu dans les années 1930, mais en tout cas, on est sur des niveaux et des seuils qui sont incomparables avec tout ce qui peut exister en métropole à la même époque. Et dans le même temps, ces plantations d'EVA sont aussi le fer de lance d'une résistance anticolonialiste. C'est-à-dire que le Parti communiste indo-chinois qui s'implante dans les années 1930
en Indochine, donc le futur Viet Minh sous la houlette de Ho Chi Minh, eh bien, une de ses bases sociales, une de ses bases politiques, ce sont les ouvriers agricoles des plantations d'EVA. Et un des hotspots, si vous voulez, de la guerre d'Indochine, ce sont les plantations d'EVA. Le Viet Minh, entre 1945 et 1954, va prendre pour cible, en particulier dans la première moitié de la guerre d'Indochine, va prendre pour cible les planteurs, parce qu'ils sont le symbole d'un colonialisme. Bon. Alors, c'est à la fois une attaque au capital, au portefeuille, si vous voulez, des planteurs, mais c'est aussi une attaque à un symbole environnemental du colonialisme en Indochine, parce que l'EVA représente véritablement ça. Et au cours de ce conflit, ce sont des millions d'arbres, littéralement, qui sont abattus par les ouvriers agricoles du Viet Minh. C'est-à-dire qu'il y a une véritable entreprise de destruction de ce qui a fait, à un moment donné, la fierté coloniale. Avec un retournement à la fin de la guerre d'indépendance, mais ça, je ne le développe pas, je l'ai évoqué dans un autre ouvrage qui est présent ici. Enfin, on a fait traduire plutôt des contributions avec un collègue, Guillaume Blanc, et notamment une contribution sur cette histoire environnementale de la guerre d'Indochine. Mais finalement, les indépendantistes retournent le symbole colonial en un symbole de l'indépendance. Et l'EVA aujourd'hui au Vietnam, constitue un emblème national alors qu'il a été une cible des militants communistes, des militants révolutionnaires pendant la guerre d'Indochine. Donc on a une transformation du signifiant environnemental de l'EVA sur la période. Je m'arrête là, j'étais un peu long, je suis désolé Stéphane. Alors, on va enchaîner donc avec notre France, cette fois-ci métropolitaine. Donc, je vous ai dit que c'est une France qui va progressivement s'urbaniser. Mais l'image d'Épinal qu'on pourrait avoir de la ville-usine comme le Creusot, de villes de prolétaires enfumés. Alors il y a le sillon du Gier, de Saint-Étienne jusqu'à Givors, pas très loin de chez nous. C'est une seule petite partie de la France. Voilà. Et finalement, c'est une France un peu complexe, avec une mosaïque de terroirs agricoles, de spécialités selon les villes. Il y a les villes du textile, les villes de la chaussure et d'autres spécialités industrielles. Voilà, c'est très varié. En fait, cette France, elle va progressivement s'uniformiser. Si je reprends mon fil rouge un peu de l'école de Jules Ferry, on va parler une seule même langue, on va façonner un imaginaire national, une culture nationale, mais il va y avoir également une uniformisation progressive, relative, mais des environnements à la fois quand même un peu ruraux et puis aussi urbains. Voilà. Alors qu'est-ce que sont ces outils de l'uniformisation? En fait, il y a un certain nombre d'outils de modernisation comme le chemin de fer, les engrais, un certain nombre de combustibles, le charbon qui va aussi permettre de faire tourner les machines sans se substituer complètement au bois. D'ailleurs, c'est aussi un des apports de l'ouvrage précédent, le tome 1, de nous montrer qu'il n'y a pas forcément de transition énergétique d'une époque à une autre, parce que pour exploiter des mines de charbon, on a besoin de bois, notamment pour étayer les galeries des mines. Voilà. Donc il y a toujours des utilisations ici ou là. Pour éclairer les villes par le gaz d'éclairage, on a besoin de charbon. Voilà. Et jusqu'aux années 1960, le gaz dont on se sert en ville, c'est un gaz qui est issu du charbon et ce n'est pas le gaz naturel. Alors, dans cette époque, finalement, on modernise progressivement le pays parce que l'industrie, c'est quand même le progrès. Et c'est dès l'époque napoléonienne qu'on avait créé une société d'encouragement à l'industrie nationale pour essayer de rattraper les Anglais. Et donc, vous voyez sur quelques affiches ou quelques documents d'archives de l'époque, toute industrie qui se respecte
sur les en-têtes de son papier à lettres, sur ses publicités, va présenter des cheminées qui fument massivement. Plus ça fume et plus on est prospère. Donc ça, c'est un peu un phénomène global du monde occidental de la fin du 19e siècle. C'est la même chose en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne. Et lorsque ça fume pas, c'est plutôt que tout va mal. Voilà, c'est telle ville en France pendant la première guerre la guerre civile, la Civil War, guerre de sécession, 1861-65, par exemple à Limoges, ça fume plus. Parce que les manufactures de porcelaine, elles exportaient, il y en avait même qui avaient été fondées par des Américains, elles exportaient beaucoup de porcelaine aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont autre chose à faire que de consommer de la porcelaine française. Voilà. Et comme ça, voilà, les périodes de chômage, de crise économique finalement améliorent la qualité des ciels urbains, mais c'est pas forcément signe de prospérité. Il y a plein de proverbes, de chansons britanniques également qui disent que on fera bouillir un marmite si ça fume bien. Toutefois, ce 19e siècle, c'est aussi un siècle qui cherche quand même à améliorer la vie des gens, la santé, et qui se pose des questions en termes de rapport entre santé et environnement, même si le terme d'environnement n'est pas employé à l'époque, et donc parler de santé environnementale, ça serait un peu être anachronique. Toutefois, dans les circonstances, les conditions de savoir de l'époque, eh bien finalement, là où ça sent mauvais, là où l'air est humide, finalement c'est plutôt là où on va avoir des maladies. Et comment est-ce qu'on peut combattre certaines maladies quand on ne sait pas déjà quelle est leur cause? Là aussi, c'est parfois en jouant sur les environnements, en envoyant des personnes qui vivent dans des villes plongées sous le brouillard et les fumées, à la montagne. Donc, pour reprendre un exemple aussi régional, différents patrons, philanthropes, on dirait aujourd'hui de l'humanitaire, des associations humanitaires, se créent au tournant du 19e et du 20e siècle pour envoyer un certain nombre de malades tuberculeux sur le plateau d'Hauteville, dans l'Ain, pour lutter contre la tuberculose, qu'on sait à peine expliquer et encore moins guérir à l'époque. Donc cette figure de Pasteur que j'évoquais tout à l'heure, en fait c'est une figure pour notre histoire qui est ambivalente, parce qu'on pourrait se dire avec la bactériologie, on va montrer que le danger, c'est pas forcément un danger visible, c'est un danger invisible. Le microbe est imperceptible à l'œil nu. Et puis, depuis les épidémies de choléra qui avaient surgi en Europe en 1832, et puis depuis le néo-hippocratisme, c'est-à-dire la reviviscence de traités attribués à Hippocrate à l'époque moderne, qui disait que finalement, si ça sent mauvais, c'est aussi en lien avec certaines maladies, par exemple les marécages et le paludisme. On va prouver aussi progressivement que c'est pas parce que ça sent mauvais que c'est dangereux. Voilà. Donc le danger devient plutôt imperceptible, invisible, inodore. Mais le danger, il se cache bien dans l'environnement. Il se cache dans de la nourriture contaminée. Il se cache dans de l'eau contaminée. Il y a des vecteurs comme les ordures ménagères, le fumier, voilà, plein de choses comme ça qui vont faire que finalement la bactériologie va prolonger durant toute la première moitié du XXe siècle un regard environnemental. Et c'est plutôt avec l'avènement de ce qu'on appelle la biomédecine, des médicaments, et puis les progrès en matière de chirurgie, voilà, la thérapie et la chirurgie, qu'on va un peu oublier l'environnement à partir des années 1950. Et puis celui-ci s'est rappelé un peu à nous progressivement depuis une trentaine d'années. Voilà, donc tout cela, c'est pour poser le contexte. Dans nos villes, on va essayer de faire la chasse donc, aux fumées industrielles, qui sont vues comme étant quand même une nuisance progressivement. Donc, c'est vraiment à la toute fin du 19e siècle, 1898 à Paris, et puis 1905 à Lyon.
C'est ce que j'appellerais finalement le municipalisme anti-fumée, c'est-à-dire que les villes à l'époque ont beaucoup déjà de compétences parce que l'État donc est quand même très libéral, l'État de la Troisième République, il intervient assez peu et finalement les villes elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Voilà, j'avais étudié ça dans ma thèse il y a un certain nombre d'années déjà. Et donc les villes, finalement, elles mettent en place des petites tactiques. Elles vont expérimenter des dispositifs que leur vendent des ingénieurs, des industriels, des dispositifs qu'on appelle des fumivores, qui mangent la fumée, littéralement, qui en fait permettent de réduire la production de fumée et donc la pollution urbaine. La première expression pollution de l'atmosphère que j'ai trouvée dans les textes, quasiment, c'est 1898-1899, à une exception près. Et donc on va faire des mesures. Alors vous voyez, on peut prendre en photo des cheminées qui fument et des cheminées qui fument moins. Malheureusement, lorsqu'on fait des essais en 1906 sur une cheminée d'une annexe de l'hôtel de ville, eh bien la photo où la cheminée fume plus, à gauche, c'est là où le fumivore est en fonctionnement. Donc la technique n'est pas toujours complètement fiable. Voilà. On peut essayer de cartographier les cheminées d'usine qui fument trop, qui fument beaucoup, qui fument peu. Tout cela, ça peut nous paraître des critères un petit peu impressionnistes, mais c'est des critères qui ont force de loi presque, je dirais, en tout cas qui sont utilisés par des inspecteurs municipaux pour ensuite pousser des industriels à se mettre en conformité avec les règlements municipaux. Et puis, on pourrait dire, là aussi, pour essayer de faire presque un anachronisme, mais qu'il y a presque un marché de l'antipollution, de la dépollution qui se crée à l'époque. Ici, on peut penser à une grande exposition qui a lieu en 1914 à Lyon, exposition internationale d'hygiène voulue par le maire Édouard Herriot, qui en confie le commissariat général à un professeur de la faculté de médecine, Jules Courmont. Dans cette exposition, il y a à la fois des conférences, des congrès, et puis il faut aussi essayer de vendre des techniques. Et la Compagnie du gaz de Lyon fait une publicité qui oppose la ville noire, chauffée au charbon, à la ville blanche, chauffée au coke. Alors qu'est-ce que c'est que le coke ? Finalement, c'est du charbon qui a été débarrassé de ses impuretés. Donc soit on le produit dans les bassins miniers, dans des coqueries, qui sont elles-mêmes polluantes parce que ça génère beaucoup d'impuretés, de suie, de poussière qui retombent des cheminées, soit à partir de la distillation de la houille dans les usines à gaz. Donc la Compagnie du gaz de Lyon est ici directement intéressée, évidemment, pour combattre le charbon. C'est un peu la même chose que ce qu'a montré un de nos co-auteurs, Charles-François Matisse, qui lui est un spécialiste d'histoire environnementale de la Grande-Bretagne. Et dans l'Angleterre des années 1920-1930, il y a un certain nombre d'associations qui luttent contre la pollution, parce qu'il y a encore plus de pollution dans ce royaume du charbon qu'est l'Angleterre, et c'est les compagnies gazières qui subventionnent la publicité pour des combustibles dits propres. Voilà, donc cette France urbaine, elle connaît... Vous voyez, elle est un peu accoutumée à des ciels enfumés, vus comme la rançon du progrès industriel, mais elle connaît quand même une petite inflexion. Et cette inflexion, elle est liée donc à cette importance de l'hygiène publique depuis les épidémies de choléra des années 1830. Alors, une importance qui est quand même un peu à relativiser, parce que les hygiénistes que j'avais étudiés dans ma thèse, ils sont toujours en train de se plaindre que les maires ne les écoutent pas, que les budgets ne sont pas là. Voilà. Mais je vous montre ici cette petite vignette issue d'une petite brochure répandue à des dizaines de milliers d'exemplaires dans la France de la Première Guerre mondiale. Une brochure qui a été éditée par la mission Rockefeller. Donc une mission financée par le milliardaire du pétrole américain John Rockefeller. Et pourquoi pendant la Première Guerre mondiale ? Parce qu'en 1917, les États-Unis entrent en guerre. Et ils connaissent un peu la situation sanitaire européenne. Et les statistiques montrent qu'il y a plus de tuberculose, plus de fièvre typhoïde en France qu'aux États-Unis.
Donc, il faut protéger les soldats, éviter qu'ils attrapent des maladies au contact de la population française et donc faire de l'éducation sanitaire de la population française. Et dans cette éducation sanitaire, il y a aussi un peu une éducation finalement des pouvoirs publics français en leur rappelant qu'il faut installer de l'eau potable, poser des égouts. Et ça, c'est vraiment un des grands chantiers urbains de la Troisième République en matière environnementale. Sous le Second Empire, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a une Compagnie Générale des Eaux qui est créée en 1852 pour alimenter Lyon, notamment la presqu'île lyonnaise en eau, et qui va obtenir ensuite, en 1860, le marché parisien. Il y a également une grande loi sur le tout à l'égout parisien, en 1894, mais on reste dans ce que l'historien Jean-Pierre Goubert avait appelé un temps de l'eau rare, voilà, jusque finalement à l'entre-deux-guerres, voire dans les campagnes après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a de grands contrastes. Finalement, c'est aussi la dimension sociale qu'on peut apporter à ce récit environnemental. Rien de commun entre la salle de bain grand luxe de la belle époque qu'a pu connaître Marcel Proust, voilà, et le monde qui le décrit, et puis les gamins du Paris, voilà, à quelques centaines de mètres de là, les gamins des faubourgs de Montmartre ou autres, qui sont astreints à la corvée d'eau, à la borne-fontaine. Voilà. Donc, vous regarderez peut-être d'une autre façon les quelques bornes-fontaines qui restent dans les rues lyonnaises, Montplaisir, Montchat ou ailleurs. C'est la Troisième République, le grand temps des bornes-fontaines. Il y avait une marque de borne-fontaine, Bayard, le chevalier Bayard, qui abreuve l'eau, la ville en eau, voilà, qui avait été fondée à Lyon et qui avait conquis les villes. Alors, on va passer assez vite pour arriver au temps des questions, mais donc il y a des schémas qui sont produits par des hygiénistes à l'époque et finalement, on peut retenir que on va passer d'une époque où on pouvait se permettre parfois de rejeter les eaux d'égout en amont des prises d'eau potable. Donc, si vous me suivez, on prend l'eau potable en aval et on risque de s'abreuver de microbes qui ont été rejetés par les eaux d'égout. Un schéma beaucoup plus rationnel qu'il va falloir des décennies pour mettre en place, où on prend l'eau en amont de la ville, on la filtre, tout est rationalisé, et même on épure tout ça en aval de la ville avant de rejeter au fleuve. Et c'est encore mieux quand on épure sur des champs d'épandage, comme on le fait à l'ouest de Paris, où finalement on respecte un principe qui avait été évoqué par le chimiste allemand Justus von Liebig, le principe de circularité des matières. Et ça, c'est aussi l'histoire environnementale qui permet de mettre ça en évidence, c'est-à-dire que finalement, la campagne, elle nourrit la ville, et les nutriments qui sont dans les eaux d'égout, ils devraient aussi nourrir la campagne. Donc c'est l'azote qui est le principal nutriment qu'on trouve dans la matière organique. Voilà, et donc Victor Hugo, qui fait passer Jean Valjean par les égouts, a des pages dans Ces Misérables sur ces idées. Bon, pour finir, vous donner le temps des questions. Voilà, donc il y a cette conquête progressive de l'eau qui se traduit aussi par des infrastructures, des châteaux d'eau. On aurait pu également parler des premières usines pour traiter les déchets. En 1931, première usine d'incinération, là où se trouve maintenant le parc de Gerland, à Lyon. Et puis, c'est aussi cette époque, une époque qui va jeter les bases de la protection de la nature. Et finalement, du retour ensuite sous le vocable d'environnement au tournant des années 1960-1970. C'est-à-dire que cette modernité, finalement, elle choque aussi un certain nombre de personnes. Alors, avec de l'ambivalence, parce que ces personnes-là, elles ont souvent un bon capital, elles roulent en automobile, elles prennent les chemins de fer, elles prennent des vacances. Voilà. Mais ces personnes sont sensibles à la poésie, à la peinture, et elles construisent aussi un imaginaire de sites qui méritent d'être protégés de la modernité. Les cascades en particulier, les cascades dans le Doubs, les rochers sur la côte de Granit Rose en Bretagne, voilà, sont parmi les premiers sites qu'on veut protéger, soit
de projets urbains pour le littoral breton, par exemple, ou de projets d'hydroélectricité dans le Massif central, les Alpes, le Jura. Voilà, un certain nombre de cascades sont susceptibles d'apporter ce qu'on appelle à l'époque la houille blanche, donc plutôt une énergie propre qui permet de moins enfumer les villes, mais ces usines sont vues comme défigurant le paysage. Et une loi est prise en 1906 en France pour créer donc ce concept de site naturel protégé. Elle va être étendue en 1930 au site pittoresque. Et puis, on va finir, voilà, on n'est pas encore, on sort de vacances, on n'est pas encore dans les prochaines vacances, mais 1924, premiers Jeux Olympiques d'hiver, c'est aussi la Troisième République, ce moment où on se lance à la conquête de l'espace littoral ou montagnard. Il y a des associations comme le Touring Club de France, créé en 1890, qui vont promouvoir le tourisme. Un tourisme d'abord qui se fait à bicyclette, en chemin de fer, et puis qui va se faire aussi en automobile. Et derrière tout cela, il faut imaginer des kilomètres et des kilomètres de routes, de funiculaires, des infrastructures touristiques aussi, des hôtels, des restaurants, voilà, et toute une économie qui se développe dans l'entre-deux-guerres donc qui n'a pas fini non plus de poser des problèmes, puisque dans les années 70, c'est la démocratisation de ce tourisme dès les années même 1960, à la fois avec des grands projets d'aménagement du littoral languedocien ou aquitain, et puis des plans neige pour équiper les montagnes en dizaines de milliers de lits et créer quasiment des villes à la montagne. Donc tout cela, vous en saurez plus probablement dans le prochain épisode, le tome 3, qui sortira dans quelques semaines. Voilà. Donc on va conclure maintenant, finalement, en ouvrant la phase de discussion, une demi-heure de discussion et de questions, et aborder certainement d'autres aspects qu'on n'a pas pu aborder, soit sur le monde rural, urbain, colonial, soit sur des séquences temporelles. Il y a aussi un chapitre sur l'histoire environnementale de la Première Guerre mondiale, par exemple, pour vous montrer comment on peut relire des événements avec un regard environnemental. Y a-t-il des questions ? Bonsoir. Donc, j'avais quand même une question peut-être plus globale sur les deux thématiques qui ont été abordées ce soir. En fait, je me suis rendu compte que dans les deux sujets abordés, il y avait quand même une réflexion effectivement de l'environnement de façon peut-être plus économique et politique dans la volonté, les différents projets. Et donc, finalement, ma question serait simple. Donc, est-ce que l'utilisation de l'environnement n'est-il pas l'objet donc, de projets politiques ou économiques dans la volonté d'une évolution de la France en particulier ? Peut-être que ça recoupe ce que Antonin avait un peu abordé à travers la mise en valeur, mais plus sur avec un certain nombre d'exemples de grands projets non aboutis. Mais peut-être que tu peux d'abord nous parler de ces enjeux économiques, économiques et politiques, que sont les ressources impériales, effectivement, et qui parfois justifient, on a vu la dépossession massive en Algérie ou ailleurs. Et pour être sûr d'avoir bien compris la question, donc parce que j'avais l'impression qu'il y a aussi une dimension, quelles sont les utilisations politiques de l'environnement. Il y a aussi ça, cette idée. Oui, c'est ça. Il y a l'utilisation politique et économique D'accord. Ok. de l'environnement. C'est vrai que pour la partie pour la partie impériale, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que l'idée est
de convaincre de l'utilité environnementale et économique pour convaincre d'un projet politique. Parce qu'en fait, la colonisation, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Dès les premières années, on a, à la fin du 19e siècle, alors il y en a en particulier en 1885, un débat qui est particulièrement célèbre, qui oppose Clémenceau à Ferry sur voilà, est-ce que la colonisation est bien ou pas pour la France, hein, pour résumer un petit peu la question qui est posée à ce moment-là, Clémenceau répondant non, et puis Ferry répondant oui, et Ferry argumentant avec des éléments économiques qui arrivent en premier lieu dans son argumentation. Bon. Cela n'est possible que si et seulement si la nature africaine ou la nature asiatique ou la nature américaine est mise en ordre par l'autorité coloniale. Parce qu'on a ça en fait dans le discours colonial environnemental, c'est que cette nature qui existe à l'état brut, à l'état sauvage en réalité, parce que c'est le champ lexical qui est utilisé, elle n'est rentable, elle n'est possible, elle n'est profitable que si l'administration coloniale, un certain nombre d'acteurs, disons plus largement, pas seulement l'administration, mais aussi un certain nombre d'agronomes, un certain nombre de techniciens, de colons, vont mettre en ordre cette nature et lui donner toutes ses possibilités d'expression en quelque sorte. Donc on a vraiment une interconnexion, je pense, entre transformation économique, environnementale et argument de justification politique. Après, au-delà de ça, mais ça, je te laisserai peut-être répondre, je pense que toutes les forces politiques se confrontent à la question environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'entre-deux-guerres, comme on le dit dans l'introduction, hein, socialistes, libéraux, communistes, fascistes sont d'accord sur à peu près rien. Par contre, tous se confrontent à la question de l'environnement et tous utilisent aussi l'environnement dans leurs argumentaires politiques. Hein, on peut faire une histoire des représentations fascistes de l'environnement. Enfin, c'est pas qu'on peut la faire, c'est qu'elle a déjà été faite et qu'on l'évoque. Enfin, en tout cas, en termes d'histoire culturelle, c'est-à-dire histoire de représentation, de la même manière qu'on peut aussi faire une histoire environnementale de l'Union soviétique et des représentations qui, à différentes époques, ne seront pas forcément les mêmes d'ailleurs. Mais il y a effectivement une utilisation du discours environnemental dans l'arène politique sur la période qu'on étudie. Ça, c'est le cas aujourd'hui, évidemment, mais c'est déjà le cas à l'époque. Oui, merci pour cette question qui effectivement croise nos deux interventions et qui me permettra aussi de rebondir sur des choses et des pages écrites par nos deux autres collègues, Pierre Cornu et Anaël Marek. Pierre Cornu qui est un historien plutôt des sciences et du rural, et Anaël Marek qui est plus une historienne aussi des sciences et de l'énergie. Et donc, que ça soit sur le monde rural ou sur le développement de l'utilisation des sources d'énergie, comme je l'ai un petit peu évoqué avec la houille blanche, effectivement, finalement, les intérêts économiques et l'encouragement du politique au soutien des intérêts économiques vont de pair. Donc, je prendrai juste l'exemple ici du rural, puisque j'ai insisté sur le fait qu'on est quand même dans une France de paysans. Si on fait d'ailleurs une brève parenthèse d'histoire politique, rappelons-nous que la Troisième République, elle naît dans la douleur, parce qu'au départ, ces institutions sont contrôlées par des monarchistes, des royalistes qui ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, il y a un député, Gaston Crémieux, qui est, je crois que c'est en 1873, cette apostrophe célèbre, « Majorité rurale, honte de la France ». Et puis un autre républicain, Gambetta, va être ensuite le commis voyageur de la République pour faire de la propagande dans des circonscriptions rurales et aux élections partielles, faire gagner les républicains qui vont progressivement avoir la majorité. Et ensuite, les républicains, ils vont se dire qu'il faut s'attacher cette France rurale. Et là aussi, c'est avoir de l'école publique, laïque, gratuite, obligatoire dans la moindre commune. Mais c'est tout un idéal d'éducateur. Je crois qu'à un moment, Pierre Cornu parle d'une France jardinée. Bon, on est dans une France qui n'a pas encore connu d'exode rural, d'émigration massive.
Et donc, il faut finalement acculturer les paysans à cette idée du progrès. Donc, on va leur apprendre à utiliser les nouveaux engrais, à essayer de développer de nouvelles semences. Les grands propriétaires dans les régions d'élevage vont créer ce qu'on appelle des herdbooks, c'est une sorte de livre génétique, voilà, pour l'amélioration de la race, où on va inscrire quels sont les meilleurs taureaux, où est-ce qu'ils ont été pour féconder, et puis voilà, améliorer les races pour que les bovins, par exemple la viande, on passe de vaches, de bœufs qui sont de 400 à 500 kilos vers 1850 à 900 kilos, une tonne, quelques générations plus tard. Donc il y a tout ce travail patient qui se fait donc à plusieurs niveaux, depuis l'école communale où l'instituteur est encouragé à faire des monographies du canton, à étudier la végétation, la topographie, à faire planter, si on estime qu'il y a eu du déboisement, on va faire une pépinière scolaire, etc., etc. Donc jusqu'à des écoles d'agronomie, des écoles pratiques d'agriculture, des démonstrateurs, y compris par aussi des syndicats agricoles qui vont jouer ce rôle et devenir puissants, des lobbies ensuite puissants parce qu'ils ont propagé ce rôle. Des oppositions du monde rural vis-à-vis de... Oui, bien sûr. Alors en fait, il y aura d'ailleurs même beaucoup plus de discours résistants face à la grande modernisation des années 1960, 60-70. Et puis, il y a aussi après on pourrait dire des alternatives comme l'agriculture biologique qui va se développer dès cette époque et qui peut s'appuyer sur quelques pionniers qui existaient dans l'entre-deux-guerres. En fait, ce qui est visible dans cette France de la Troisième République, c'est qu'il y a des intérêts qui transcendent les clivages politiques, on le dit. Et par exemple, un certain nombre d'hommes d'État, depuis même Napoléon III, sont persuadés que le progrès, ça passe aussi par le libre-échange. Et il y en a d'autres qui vont considérer qu'au contraire, le libre-échange, ça menace les pratiques, pas ancestrales, mais un certain nombre de pratiques traditionnelles de terroir où on a telle ou telle spécificité de production. Donc à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, il y avait un homme politique, Jules Méline, qui a un peu incarné cette idée, ce protectionnisme, qui voulait combattre le libre-échange, finalement pour favoriser les agriculteurs et ne pas les exposer. Alors déjà dès cette époque aussi à la viande d'Argentine qui arrive par frigorifique, ce qui va permettre de nourrir les poilus aussi dans les années 1914. Voilà, on a beaucoup de viande qui vient d'Amérique du Sud. Ces protectionnistes, ils sont en but avec d'autres modernisateurs, par exemple les paysans progressistes, des paysans agriculteurs progressistes de l'Île-de-France, qui, eux, ont besoin de la libre circulation des marchés. Les viticulteurs sont très ambivalents parce qu'ils veulent produire, ils veulent exporter. Alors d'ailleurs, c'est en se lisant, je crois que j'ai appris que l'Algérie, c'est le 4e producteur de vin au monde, finalement. À l'époque, il y a la France, l'Italie, et puis l'Espagne, et puis l'Algérie, juste après. Voilà. Donc, il y a cette volonté d'exporter, et puis en même temps, de ne pas être concurrencé. Donc, ça bouscule un peu des traditions.
mais il n'en reste pas moins qu'il reste aussi souvent, justement, là où le chemin de fer n'a pas pénétré pour apporter les engrais modernes. Voilà, il reste des traditions rurales. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'avais vu un très beau film, quasiment documentaire, qui s'appelle Farbik et qui avait été tourné en 1946. Je crois qu'il est présenté au premier festival de Cannes, quelque part dans le Rouergue, par un cinéaste qui avait grandi dans le Rouergue et qui finalement avait filmé sa famille. Donc son grand-père qui était né vraiment voilà, au début de la Troisième République, si pas dans le Second Empire. En fait, cette France dans le Lot, l'Aveyron, 1946, c'est une France qui a connu très peu de changements en matière de technique. Et l'inventeur de l'expression « les 30 glorieuses », Jean Fourastier, est un économiste qui commence aussi son livre par un chapitre où il oppose son petit village du Lot pour montrer ce qui s'est produit entre 46 et 75. Peut-être un élément aussi pour compléter. Il y a un espace dans lequel, tout au long du 19e siècle, on observe des résistances rurales, c'est l'espace forestier, parce que ça fait partie en fait, de l'attention du législateur tout au long du 19e siècle, parce que c'est une ressource dont on a beaucoup besoin, et comme on le montre dans cet ouvrage, et en particulier dans un chapitre d'Anaël Barrec et Charles-François Matisse, l'utilisation du charbon puis l'utilisation de l'électricité ne remplace pas les besoins en bois, c'est-à-dire qu'on assiste plus à une superposition des ressources énergétiques plutôt qu'à une transition énergétique, comme Stéphane l'expliquait tout à l'heure. Et donc les forêts restent un espace d'attention et une ressource en tension tout au long du 19e siècle. Et lorsque, alors un petit peu en amont de notre période, mais en 1827, lorsque le Code forestier est mis en place en France, on l'a adopté en 1827, quelques années plus tôt, en 1824, on a une école forestière qui est mise en place, l'école des eaux et forêts qui est mise en place à Nancy, qui cherche à former une armature d'organisation, de contrôle de la ressource forestière en France. Et bien, suite à l'application du Code forestier, on assiste à un épisode en Ariège, dans le sud de la France, Pyrénées-Orientales, à un épisode qui est connu sous le nom de guerre des demoiselles. C'est un épisode au cours duquel les ruraux de circonscriptions forestières vont s'en prendre aux gardes forestiers qui vont chercher à imposer certains usages, à interdire d'autres, notamment le ramassage du bois, l'utilisation de la ressource, d'une façon, coutumière ou éventuellement communale. Et cela suscite ce qu'on appelle une guerre des demoiselles. Alors, en fait, de guerre, ce sont en fait des assauts, mais qui peuvent aller jusqu'à la mort, contre des gardes forestiers ou des représentants, plus généralement de l'autorité, comme des gendarmes, qui sont dépêchés sur place pour mater cet événement d'insubordination. Plus largement, tout au long du 19e siècle, on observe une quantité de procès-verbaux sur des délits forestiers, en tout cas jusqu'en 1866-1870 à peu près, ensuite ça décroît, mais sur toutes les deux premiers tiers du 19e siècle, une hausse continue des procès-verbaux, c'est-à-dire que la forêt demeure un espace de tension. À partir de la fin du 19e siècle, ça tend à devenir moins conflictuel, un espace qui devient moins conflictuel, puisqu'effectivement, à partir de ce moment-là, le chauffage devient un chauffage plutôt au charbon et qui se substitue progressivement et lentement, faut faire attention à ces choses-là, à la ressource en bois. Mais encore pendant la Première Guerre mondiale, là aussi, on a un moment où en fait les ressources en bois sont mises sous tension parce qu'on en a besoin pour la guerre, pour différents usages. Et là aussi, c'est un moment de tension. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est la façon dont les différentes autorités, en métropole ou dans les colonies, vont réagir par rapport à cette tension. Et ce que j'ai pu
Alors c'est un peu impressionniste, mais ce que j'ai pu voir sur la métropole, notamment dans une soutenance de master il y a 2 ans, ce qui portait sur le département de l'Ain pendant la Première Guerre mondiale, sur Bourg-en-Bresse en particulier, les interdictions qui sont formulées par le Code forestier en termes de coupe de bois ou de ramassage de bois dans les forêts domaniales ou dans les forêts communales sont quasiment, si vous voulez, levées pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'on estime que, eh bien, on va éviter d'avoir, on va gérer ces tensions avec les populations civiles de façon à, voilà, on va lâcher du lest parce qu'on n'a pas envie de créer des conflits sur cette question-là à un moment donné où le conflit prioritaire, c'est le front. Mais dans les colonies, où là aussi on a une tension sur cette ressource, en revanche, ce qu'on observe, c'est que l'administration forestière, en quelque sorte, ne lâche rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de levée d'interdiction. Et au contraire, les procès-verbaux, en dépit du fait d'ailleurs que l'administration forestière, elle aussi, est mobilisée dans la guerre, et par conséquent, il y a moins de gardes forestiers pendant la guerre qu'avant. Et en dépit du fait qu'on a moins de gardes forestiers, eh bien, le nombre de procès-verbaux continue à augmenter pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, sur ce terrain-là, spécifiquement, on peut observer une distinction dans la façon dont l'administration va réagir en métropole et dans l'espace colonial. Et pendant que vous réfléchissez à une éventuelle question, je rebondis sur la Première Guerre mondiale pour rappeler qu'on jardine partout. Il y a du jardinage urbain. Il y a une grande ferme qui est établie au parc de la Tête d'Or. Le maire Édouard Herriot appelle les Lyonnais à jardiner sur les squares, les parcs. Voilà. On est dans une forme de mobilisation de l'environnement tous azimuts, finalement. Ça va des ressources qu'on fait venir des colonies jusqu'à se nourrir en ville pour ne pas priver les ressources de l'agriculture donc commerciale et qui fonctionnent bien, qui, elles, sont mobilisées pour aller ravitailler les soldats du front. Alors, sur cette question-là, bon, déjà, il y a une thèse qui est en cours là-dessus. Il y a une thèse qui sera soutenue, j'espère, dans 1 an ou 2 ans, de Romain Hold, qui travaille précisément sur la mise en place des parcs nationaux en Algérie. Bon. Et justement, si on s'intéresse en quelque sorte à ce label parc national, c'est pas, si vous voulez, le seul dispositif de protection de la nature, mais ça en est un qui est le plus célèbre sans doute. Les premiers parcs nationaux qui sont mis en place en France le sont dans son empire, c'est-à-dire dans les colonies. Et en Algérie, dans les années 1920, première moitié des années 20, vous avez un projet de loi qui cherche à mettre en place 10 parcs nationaux en Algérie sur différentes partie du territoire, principalement dans les territoires de montagne, avec aussi une visée, si vous voulez, de contrôle social, de contrôle politique. C'est-à-dire que ce sont des zones qui ont pu connaître des insurrections, notamment d'ailleurs peu de temps avant, pendant la Première Guerre mondiale. L'Aurès est une région de relief, de montagne qui s'insurge contre la conscription d'une part, mais aussi pour d'autres raisons liées à des questions foncières en 1916-1917, eh bien, c'est un des territoires dans lesquels, en 1924, on cherche à implanter un parc national en Algérie. Il faut attendre, je parle sous le contrôle de Stéphane, mais il me semble 1964 pour voir le premier parc national des 63, le parc de la Vanoise. Ok, la Vanoise. Sous ce dispositif-là. Bon, en réalité, si vous voulez, vous avez d'autres dispositifs qui existent, notamment dès les années 1860-1870 sur les forêts de Fontainebleau, avec des associations qui se créent, qui vont chercher à
protéger la ressource, notamment empêcher le fait que les ressources, les arbres, les pins se substituent aux feuillus. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Donc, on a d'ores et déjà. Mais si on s'intéresse à cette politique de mise en place de parcs nationaux, finalement, c'est d'abord en terrain colonial. Et d'ailleurs, on a aussi des expériences de circulation de professionnels, hein, c'est-à-dire de gardes forestiers qui ont servi en Algérie et qui font partie ensuite des premiers gardes forestiers des parcs nationaux en France. C'est le cas, par exemple, on a un parcours sur lequel Romain Hold et Guillaume Blanc vont travailler, d'un garde forestier algérien qui va être le premier responsable du parc naturel des Cévennes, qui en fait a une carrière couronnée de succès en métropole à la fin de son carrière, mais qui a été essentiellement une carrière coloniale en amont. Du coup, ma question, elle va un peu rejoindre la question précédente. Vous avez parlé de l'argument de l'hygiène et de la santé ou de l'argument esthétique pour la protection de l'environnement. Mais est-ce que, à cette époque-là, on cherche déjà aussi à protéger la nature, mais du côté de la nature? Vous prenez par exemple l'exemple dans les colonies de la monoculture intensive ou de la chasse à l'éléphant, mais est-ce que déjà ce genre de problématiques apparaissent durant la Troisième République? Alors, oui, il y a effectivement des alertes qui sont lancées par des naturalistes, hein, notamment du Muséum national d'histoire naturelle. Mais effectivement, là, il ne faut pas faire trop d'anachronisme. Voilà, la nature n'a pas de droit. La pensée en termes écologiques, écosystémiques, le terme écosystème est inventé en 1935 et voilà, elle va se répandre après la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'existe pas encore. Mais donc les naturalistes, quand même, se mobilisent ici ou là. Donc en 1930, la loi de 1906, elle est révisée et on peut inscrire des sites pour leur intérêt pittoresque, historique ou scientifique. Voilà. Donc il y a ce critère qui entre en considération. Mais ça reste quand même encore voilà, assez ténu parce que on estime que la nature, elle doit être quand même avant tout utilitariste, utilisée. Il y a encore une question. Deux. La dernière question. Par exemple, la mobilisation de Dijon pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, ça me posait la question dans quelle mesure vous pensez qu'il y a des liens entre, même si j'ai l'impression que c'est des démarches tout à fait différentes, dans quelle mesure vous pensez qu'il peut y avoir des apports réciproques? Alors, des apports réciproques entre quoi et quoi? Entre l'histoire du point de vue des animaux que fait Éric Banaté et l'histoire de l'environnement. D'accord. Ah bah, il faudrait qu'on en débatte avec lui. Là, voilà, il fera une deuxième conférence. Moi, en fait, pour l'histoire de la Première Guerre mondiale, j'ai bien sûr utilisé justement son apport, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que il nous fait réfléchir à cette dimension animale de la Première Guerre mondiale à laquelle on ne penserait pas. C'est des millions de chevaux qui sont mobilisés et très vite, il n'y a plus assez de chevaux en France et on est obligé de les faire venir des États-Unis. Voilà, donc ce qu'on peut retenir finalement d'une histoire écrite en pensant finalement à cette part animale de l'histoire, c'est que les chevaux des États-Unis, ils ont été poussés par des cow-boys pendant des centaines de kilomètres, ils sont marqués au fer rouge, ils sont embarqués dans des bateaux et puis donc ils vont traverser l'océan pour un environnement complètement inconnu. Voilà. Donc il y a effectivement une expérience propre à la guerre qui est quand même très particulière. Voilà. Mais comme finalement un tirailleur qui est issu d'Afrique et puis qui va traverser aussi la mer Méditerranée pour aller en métropole. Hein. Donc je pense que l'approche elle peut se compléter, mais nous en tout cas on travaille que sur des sources finalement, qui sont toujours produites par l'homme.
Voilà. Donc c'est avec quand même le filtre de sources produites par l'homme qu'on écrit cette histoire. Oui, voilà, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, l'histoire environnementale, c'est devenu un champ qui est très vaste. C'est-à-dire que les méthodologies, les approches, les angles d'attaque qui sont développés par les uns les autres dans l'histoire environnementale sont finalement assez variées. Au départ, on faisait de l'histoire environnementale principalement sous l'angle des représentations culturelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une société, à un moment donné, se représente de son environnement. Et puis ensuite, on s'est intéressé à d'autres façons de faire de l'histoire environnementale. Mais globalement, si vous voulez, l'histoire environnementale, c'est questionner les relations entre humains et non humains. Et donc, de ce point de vue-là, l'histoire animale fait partie de l'histoire environnementale, est une manière de pratiquer l'histoire environnementale avec d'autres. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt, à mon avis, d'avoir eu une approche collective de cette trilogie, de cette synthèse. C'est que finalement, les différentes sensibilités, les différentes manières de faire de l'histoire environnementale ont pu trouver à se compléter, même si, effectivement, petit bémol, c'est vrai que sur l'histoire animale, ça n'a pas été peut-être la partie la plus développée de ces volumes. Mais c'est aussi lié au hasard, si vous voulez, d'approches que les historiens, les historiennes qui ont fait partie de ce projet mobilisent. En histoire, il y a tellement d'approches, si vous voulez, qu'un historien n'est pas en capacité de les maîtriser, évidemment, seul. D'où l'intérêt de concevoir, à mon avis, l'histoire comme un chantier collectif, plus que comme une œuvre individuelle. Oui, voilà, en fait, ça c'est pour le mot de la fin peut-être, on peut dire qu'on vient même d'histoire et d'histoire des sciences, mais on n'avait pas le temps et les moyens de discuter, comme Éric Baratel fait, avec des éthologues, voilà, ou des collègues d'autres disciplines, d'archéozoologie, etc. Il y a bien d'autres choses à faire, y compris par exemple sur l'histoire de l'art, pour évoquer finalement la couverture, qui est un tableau de Georges Seurat sur la baignade à Asnières. Donc on est sur la Seine à l'ouest de Paris. Vous pourrez le voir si vous allez à la National Gallery de Londres. Je l'ai découvert en vrai au printemps dernier. Et finalement, il y a beaucoup de choses dans ce tableau, puisqu'il y a à la fois la proximité de la nature voilà, qui reste un peu préservée dans certains environnements. Il y a des fumées d'usines et puis il y a un barrage hydroélectrique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses aussi. Et là aussi, on n'avait pas les moyens, voilà, de travailler tout cet aspect visuel qui était extrêmement intéressant pour ces années de la presse et de l'image que sont aussi les années de la Troisième République. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour votre regard croisé. Vraiment très, très intéressant. Merci à vous, public, qui a répondu très, très nombreux aujourd'hui. Et pour continuer peut-être votre regard sur cette thématique, vous avez à disposition, juste à gauche, là dans l'entrée, une sélection d'ouvrages sur l'histoire de l'environnement. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil en partant. Merci beaucoup.